tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Et tout à Ivoirien. Souvent, on aime mouiller le maillot avant même le match. Élection présidentielle qui n'est même pas encore arrivée là. On est chaud. On parle beaucoup. Et Thiam là, vraiment, Ado il a peur parce que Thiam il sera candidat. Thiam c'est un économiste. Thiam là, oh, il connaît l'économie. Vous oubliez vite, hein? Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, quand c'était chaud sur la Côte d'Ivoire, notre nation, quand ça n'allait pas pour nous, sur le plan économique, il a regardé parmi tous ces gars-là, parmi tous les Ivoiriens, qui pouvaient l'aider, qui pouvaient redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Le seul qu'il a vu, Alassane Dramane Ouattara. Donc, Thiam, là, il n'était pas vivant. Et puis, il est allé prendre Alassane Ouattara. Grand visionnaire, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Quand il a eu chaud, quand il ne savait pas où mettre de la tête par rapport à l'économie de notre Côte d'Ivoire, il s'est dit, le seul qui peut me sauver actuellement, c'est Alassane Ouattara. Il est allé le chercher. Thiam était vivant. Bako était vivant. Bédié était vivant. Et il est allé chercher Alassane Ouattara. Et puis aujourd'hui, on vient nous dire, Ado appelle des Thiam. Vous aimez ça, hein? Vous êtes excités. On dit le poste n'est même pas ouvert à candidature. Vous déposez déjà vos CV. Attendez un peu, vous êtes chaud. Ivoiriens aiment mouiller souvent le maillot avant même le match. Laissez vos CV. Les candidatures ne sont pas ouvertes. Ça là, c'est ce que vous faites là. C'est ce qu'on appelle candidature spontanée. Ce sont ceux qui ne savent pas le plus souvent vous mettre de la tête là. Comment ils vont faire, ils ne gagnent pas travailler ces choses sur eux là. Ils disent, ils envoient candidature spontanée. Ils disent, comme on ne sait jamais là, peut-être qu'un jour, si tu as travaillé là-bas pour moi, il faut penser à moi. Hein. Je sais que, bon, vous ne cherchez pas, mais bon, on ne sait jamais. Ça, c'est ceux qui ont quelquefois des problèmes pour avoir un emploi. Vous êtes en candidature spontanée. Sur l'ADS serré, hein? Le RGP est serré. Avec toute la démonstration qu'on a faite là. Parce qu'au début, quand Ado disait aux gens, quand je vais venir, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ils pensaient que les gars, ils bavardaient comme les autres qui sont passés avant là, qui parlent beaucoup et puis ils font rien là. Et ils pensaient qu'Ado était comme ça. Lui, il a parlé, il est venu, il a fait, il continue de faire. Maintenant, des gens s'excitent. Oui, tiens là, c'est une économie. Ah, donc il était là. Et puis on l'a laissé. Et puis ils sont allés prendre Alassane Ouattara. Et qui a fait ses preuves. Non, Oufou était un grand visionnaire. Oui, merci papa Oufou. Que ton âme repose en paix. Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Ce jeudi 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, me donne l'agréable occasion de m'adresser à vous. Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Ce jeudi 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, me donne l'agréable occasion de m'adresser à vous. Chers frères,
on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il y a de quoi s'inquiéter pour ce monsieur-là qui veut venir diriger un tel pays. On se demande d'ailleurs si vraiment il connaît la Côte d'Ivoire et vraiment il veut diriger la Côte d'Ivoire. Déjà à l'entame de son discours, la date qu'il a énoncée, en tout cas pour nous les Ivoiriens, c'était pas le jeudi 7 août. Vous voyez? Et c'est pas ça il a commencé. Donc je pense qu'il parle d'un autre pays. Cher René, oui. Et allons doucement avec ce que vous êtes en train de dire. Dans son discours, il dit le jeudi 7 août alors que c'était le mercredi 7 août. C'est ça. Et donc, il faut expliquer aux Ivoiriens que tellement il n'a pas de respect pour les Ivoiriens, il ne connaît même pas la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Puisque c'est le mercredi 7 août 2024. Mais lui, il est venu dire jeudi. Et donc, c'est à nous de nous demander s'il a vraiment du respect pour les Ivoiriens. Et ça c'est des choses qu'on ne doit pas du tout pardonner. Vous avez bien fait de détailler, c'est vrai. C'est passé trop là-dessus. Et merci infiniment que les Ivoiriens comprennent que chaque année, il y a de gros soucis à se faire pour ce monsieur-là. Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Ce jeudi 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, me donne l'agréable occasion de m'adresser à vous. Dans ce pays-là, avec la situation de la société et bien d'autres, et vous n'avez aucun programme. Vous nous dites que non, d'un côté, c'est en laboration, bon, au laboratoire. Bon, on ne sait pas ce que vous préparez là-bas. Mais j'arrive, c'est au laboratoire, et de l'autre côté, vous nous dites qu'il a donné une petite aspect de son programme, vous commencez à nous... Mais à un moment donné, prenez les gens au sérieux, en fait. Moi, quand je l'ai surnommé le brouteur du PDCI, là, je n'ai pas menti, hein. Parce que c'est du broutage que vous faites. Vous êtes en train de brouter notre cerveau. Nous, là, les Ivoiriens d'aujourd'hui, là, nous, on est déjà. Le président Alassane Dramane Ouattara a ouvert notre esprit. Il nous a ouvert l'esprit. Nous sommes curieux à la politique. On veut savoir qui peut faire mieux que le président Alassane Dramane Ouattara. Et il n'y en a pas. Donc, on a décidé que ce soit lui qui devient le roi en Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est du n'importe quoi, en fait. Vous n'avez même pas une idée de ce qui veut votre candidat. C'est-à-dire que vous sortez, donc vous êtes sur les panels. Quand vous montez, vous parlez de Tidiam Thiam, là. Vous parlez de lui en tant que chic, véritablement. On ne sait même pas. Parce que quand vous venez nous parler du Bénet, vous nous parlez du Crédit Suisse, nous sommes déjà informés. Nous savons que le Crédit Suisse le poursuit, il doit à des gens. Au Kenya, il doit. Les États-Unis, il y a une plainte. Nous savons qu'au Vatican, il a fait chou blanc, son dernier poste. Nous savons que grâce à lui, le Crédit Suisse a mis la clé sur la porte. Donc, tout ce que nous voulons savoir sur M. Tidiam Thiam, nous le savons déjà. Maintenant, ce qui fait que M. Tidiam Thiam veut être différent, et puis il pense qu'il est mieux que ce que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de faire, lui peut faire mieux là. Quel est le programme? Vous êtes dans l'incapacité de nous dire. On n'est pas dans l'incapacité. Vous êtes dans l'incapacité de nous dire. Vous ne me laissez pas m'exprimer. Réellement. En fait, quand la grande sœur, on va nous donner la parole. Tenez bon micro. Quand j'ai travaillé avec Tony Blair, Gordon Brown en 2004 dans la commission Blair, on est arrivé à Gleneagles, on a fait une remise de dette. Mais c'est la remise de dette dont la Côte d'Ivoire a bénéficié en 2010 qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il fait du bon travail. Je suis allé même à Washington pour le soutenir pour le programme PPT. J'ai payé le billet de ma poche, j'ai payé l'hôtel de ma poche, parce qu'il fallait absolument qu'on ait ce PPT avant le 31 mars l'année dernière. Nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé cette fonction. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Britannique a occupé cette fonction. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoine Seye, qui a été ministre des Finances du Libéria, qui occupe cette fonction. Et le président lui-même a occupé cette fonction avant d'occuper celle de directeur général action. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays, que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je l'ai fait avec tous les hommes politiques.
lui particulièrement, il a occupé ses fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où il était décidé à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux du transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du fonds est venue pour apprécier le programme. Et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable. Et ces conventions, c'était une histoire de pétrole de travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons menés, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait taché les dépenses. Je leur ai dit, j'assume les résultats du passé. Nous sommes allés en discussion, les discussions étaient très difficiles. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus se permettre d'attendre 2 ans. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Talo est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre. D'abord, M. Soré vient vous dire, aidez le ministre des Finances. Si vous n'avez pas le programme, je ne donne pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kama, vous posez la question vous-même. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le tour. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Mais il dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? Il dit, en 2 mois. Mais il dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. Cette mosquée occupe une place particulière dans mon cœur. Vous êtes trop jeune, mais en 1996, j'ai passé 3 mois de ma vie pour lever le financement de cette mosquée, qui a été financée par un don que j'ai obtenu de Cheikh Al Nahyan d'Abu Dhabi. Et j'ai ensuite passé 3 ans à construire cette mosquée qu'on a entièrement conçue, construite et décorée. C'est la première et seule mosquée que j'ai eu le privilège de construire dans ma vie. Et c'était un vœu très cher pour moi de pouvoir un jour prier dans cette mosquée. Et je veux remercier Allah, Tout-Puissant, tout miséricordieux, de m'avoir accordé ce vœu. Aujourd'hui, j'ai pu prier dans la mosquée que, grâce à Dieu, j'ai pu construire. La mosquée du plateau, 20 ans que durent les travaux d'achèvement. Aujourd'hui, une bouffée d'oxygène avec l'aide de l'Arabie Saoudite. Plus de 3 milliards de francs CFA, un montant octroyé à l'État de Côte d'Ivoire pour appuyer la communauté musulmane à terminer la construction de la mosquée Salam du plateau. Alors, signature d'un protocole d'accord entre le royaume de l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. L'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, considère que la contribution à la construction des mosquées est une obligation qui lui incombe particulièrement. Saluer ce don important que nous offre à nous la Côte d'Ivoire, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le financement de l'achèvement de cette mosquée. Pour le représentant du Conseil supérieur des imams COSIM, cette aide est salutaire. Nous disons un grand merci
à toutes les deux parties, la partie saoudienne et la partie ivoirienne. Nous rassurons les deux parties que la mosquée sera utilisée pour unir la communauté musulmane. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite promet que le royaume saoudien compte renforcer son aide à la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'aviation civile. 3 millions de dollars, soit 1,8 milliard de francs CFA, c'est le montant du chèque offert par le royaume d'Arabie Saoudite, incarné par son Altesse le roi Salman bin Abdul Aziz, serviteur des deux saintes mosquées au gouvernement ivoirien, en vue d'achever les travaux de construction de la grande mosquée du Plateau. L'édifice religieux compte parmi les plus belles infrastructures de la commune d'Abidjan, un don qui célèbre l'excellence des relations entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire, un geste fortement apprécié par la communauté musulmane. Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, c'est pour nous l'occasion de vous dire merci pour tout ce que vous avez fait dans la patience et dans la sagesse pour que cette aide de l'Arabie Saoudite puisse parvenir là où nous sommes aujourd'hui. Commencés en 1996, les travaux de cette grande mosquée ont été interrompus pour manque de financement jusqu'en 2008, année au cours de laquelle ils ont timidement repris. C'est en 2012 que les travaux connaissent un véritable coup d'accélérateur grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Merci pour ce geste important au nom du roi d'Arabie Saoudite. Le président de la République et le peuple de Côte d'Ivoire vous expriment leur profonde gratitude pour ce geste qui va permettre de terminer la réalisation de ce bel ouvrage destiné à Allah, qui est la mosquée Salam du Plateau. Monsieur l'ambassadeur, à travers cet acte de grande solidarité, vous rapprochez nos peuples et vous les rapprochez d'un idéal commun qu'est la recherche de la paix à travers la religion musulmane. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant global de l'apport du royaume d'Arabie Saoudite en vue de l'achèvement des travaux de la mosquée Salam du Plateau. La cérémonie de remise de chèques s'est achevée par la prière de 16 heures. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez envie d'en refaire, en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri de ça par les militaires. C'est un remède très efficace. Je crois qu'une fois qu'on est passé à travers un coup d'État, c'était en 99. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, c'est la voix du militant. Nous sommes en date du 22 août 2024. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci de nous faire confiance, merci de suivre la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et tous ceux qui veulent prendre la parole, nous leur demandons de se signaler le plus tôt possible, puisque nous avons seulement 1 heure du temps. Et en fonction de ceux qui se signaleront, nous donnerons la parole. Et donc, il est extrêmement important que ceux qui veulent prendre la parole, le temps étant extrêmement limité, qu'ils puissent se signaler dès l'instant. Nous avons une nouvelle très importante à annoncer. Le compte de Mère Blanc a été piraté. Et hier, aux environs de 18h heure de New York, il y a le professeur qui m'a envoyé 2 captures d'écran avec l'image de Mère Blanc et avec certaines écritures. Et j'ai pris sommairement le temps de regarder. Il y a quelqu'un qui disait qu'il a un parent qui est malade à Tengrela. Et le message en attaché disait, avec l'image de Mère Blanc et avec son nom, qu'elle demandait au professeur de faire parvenir 105 000 francs rapidement à la personne. Et après, lorsqu'elle serait disponible, dans 1 ou 2 semaines, elle va payer. Et sincèrement, quand j'ai vu le message, vous savez que les êtres humains sont des êtres d'habitude. Je sais que Mère Blanc a beaucoup l'habitude de faire des dons en privé. Et donc, je me suis dit certainement peut-être que c'est quelqu'un qui est malade à Tengrela qui a contacté peut-être le professeur et lui, il a profité et il a informé Mère Blanc et Mère Blanc a fait un geste. Et donc, je n'ai même pas considéré. C'est plus tard, lorsque je serai revenu du travail, je vois le message du professeur qui dit « Il faut confirmer
si c'est du maire blanc ou pas. Et c'est là que je prends le temps de bien regarder le message. Je dis, mais maire blanc n'est même pas là actuellement. Elle est pratiquement en vacances. Ce n'est pas normal. Et c'est là que je rentre d'art en contact avec Binet. Appelle Léné Koné Adaman. Il faut que nous joignions la maire blanc pour savoir ce qui se passe. On se rend compte que c'est une arnaque. Et donc, le compte de maire blanc a été piraté. Mais je tiens à le dire à tous ces petits malins et à ces individus malhonnêtes que ce ne sera pas cette plateforme-là qui va vous servir de lieu pour non seulement dégrader la dignité des personnes aussi dignes que Maire Blanc et la classe éclaireur pro-vérité, mais en arrière-plan, sauf si nous n'arrivons pas à le faire, nous mettrons tout pour rechercher ces personnes-là et les exposer au grand jour. Ça sera fait. Et on fera, sauf si nous n'arrivons pas à le faire. Et donc, au-delà de ce facteur-là, j'aimerais aussi dire à tous les EPV et à tous ceux qui écoutent la plateforme Éclaireur Pro-Vérité, par la grâce de Dieu, nous n'allons jamais, quelqu'un qui est un EPV ne va jamais demander de l'argent à quelqu'un en privé. Ça ne fait pas partie de nos habitudes. C'est le cas contraire même qui existe. Et Dieu seul est témoin sur toute chose. C'est le cas contraire qui est possible et qui se fait. C'est nous qui donnons et qui disons, nous n'avons pas envie que quelqu'un sache. Mais nous ne demandons jamais de l'argent à qui que ce soit. Je dis très bien, toute personne qui suit la plateforme Éclaireur Pro-Vérité, nous ne sommes pas riches, mais nous avons au moins la dignité d'aller travailler. Et chaque jour ici, vous m'entendez dire ici, on va aller travailler, on va fuir pour aller, on n'a pas le temps. On ne va jamais demander de l'argent à quelqu'un, surtout en privé, jamais. Si ça doit se faire là, on va venir dire ça en public devant tout le monde et le pourquoi. Parce qu'on a eu ici, sur cette même plateforme, à faire des levées de fonds. On n'a pas caché, on l'a dit clairement à travers ma voix. Et on a levé ces fonds-là qu'on a remis directement aux personnes. Mais en privé, qui que ce soit, je dis bien qui que ce soit, s'il vous plaît, même si c'est moi-même en privé, ne le faites pas et signalez-moi. Aucun EPV ne va jamais demander à quelqu'un de lui envoyer de l'argent ou bien de s'engager dans une histoire d'argent. En privé, ne le faites jamais parce que nous tenons à notre dignité et nous n'aimerons pas et nous n'allons jamais accepter qu'une telle indignité puisse venir salir notre image. Un homme, tu peux ne pas avoir le monde, mais tu peux encore maintenir ta dignité. Et pour maintenir ta dignité, c'est le travail. Pour maintenir ta dignité, c'est d'éviter les situations dans lesquelles les gens peuvent te manquer de respect. Et donc, je le dis et je le répète, le compte de Maire Blanc a été piraté. Si quelqu'un reçoit un message, n'envoyez rien du tout, ne faites rien du tout, parce que ce n'a jamais été nos habitudes. Nous n'avons jamais demandé de l'argent à quiconque en privé. Nous ne le ferons pas aussi par la grâce de Dieu. Et c'est le cas contraire. Comme je le disais, on fait beaucoup de dons, beaucoup d'actions. On n'en fait pas de publicité. On n'en parle pas en public. Ça, c'est possible. On le fait. Mais on ne va jamais faire le contraire de demander quoi que ce soit, qui que ce soit. Cela étant bien clair, il y a une deuxième vidéo qu'on va écouter. Et après cela, je vais donner rapidement mon avis. Et selon le temps restant disponible, on va laisser la parole rapidement aux EPV. Depuis la prise de cette décision, en toute responsabilité, mais où sont passés tous ces mendiants, d'ambulants, tendant la main ou apostrophant les gens à la quête d'une éventuelle manne à travers les carrefours et autres édifices? Une absence très remarquée depuis l'injonction du premier responsable de la région de Niamey. Ce qui doit être important à retenir, c'est que si d'aventure, après avoir été acheminés dans leur village, ils revenaient, nous allons faire en sorte que désormais, au lieu qu'ils sillonnent les quartiers de Niamey et les carrefours,
nous allons les envoyer travailler dans la grande irrigation, de Kandage jusqu'à Gaya. S'il y en a assez, nous allons les acheminer jusqu'à Difa. Donc il faut que ceci soit entendu comme dit. S'ils reviennent, ils vont se retrouver dans les rivières de la grande irrigation. Et oui, opération BSBS Bassani Bassabo, autrement dit, sans état d'âme. Car quiconque serait pris en pleine mendicité connaîtra le sort annoncé par le gouverneur. Depuis la prise de cette décision, en toute responsabilité, les lieux de prédilection de ces mendiants sont quasiment drastiques, semblent avoir l'adhésion des populations de Niamey. C'est une bonne chose et par rapport à l'image même de la capitale. Donc, tout le monde est en train de gérer qu'eux aussi ils doivent rester dans leur village, chez eux aussi, trouver un moyen de pallier à ce que nous vivons, notre réalité actuellement. Et donc, nous sommes résilients et tout le monde doit s'y mettre. Et moi, je pense que c'est une décision à saluer. Parce qu'il y a longtemps que nous autres usagers de la route voudrions à ce que ces genre de décisions soient prises. Parce que ça assainit un peu la circulation et ça les protège aussi. Parce que leur présence, surtout que la plupart d'entre elles, en tout cas pour ceux qui sont des femmes, ont des bébés et tout ça. Et c'est pas bien. Un phénomène social entretenu très souvent dans nos milieux au nom d'une certaine foi islamique. La mendicité, quand tu nous tiens, est devenue très criarde jusqu'à transcender nos frontières, donnant ainsi une image désobligeante du Niger. En effet, les utilisateurs de ces billes ternissent et dégradent de jour en jour l'honneur de notre pays. Et de façon générale aussi, quand vous regardez, la plupart des expulsions qui se font des mendiants des autres pays, c'est des Nigériens qu'on ramène. Et ça ternit un peu l'image du pays, voire même qu'on appelle ça stigmatiser tous les autres Nigériens qui sont ailleurs. Donc ce n'est pas bien. Donc la décision qu'ils ont prise là, c'est une très bonne décision qu'ils ont prise. Vous voyez, et je suis en train de voir que ils sont en train de les attraper pour mettre dans un bus pour aller au village. Vraiment, c'est très bon quoi. Et la population remercie le président pour sa décision aussi. Moi, je pense que ce sont des gens dangereux même. Quelqu'un qui prend la mendicité pour un travail, c'est un danger ça. Il est capable de tout. Quelqu'un qui ne peut pas se décarcasser à ses moyens pour gagner sa vie, c'est une personne à éviter. En dépit de cette mesure drastique, il y a tout de même quelques réfractaires qui refusent d'y s'y conformer, comme pour défier les autorités, lesquelles demeurent strictes sur leur position afin de décourager la mendicité, laquelle a atteint des proportions très inquiétantes, faisant du Niger presque une référence en matière de mendicité. Il faut enfin souligner que cette souveraineté, tant prônée par les autorités du CNSP, doit inéluctablement commencer par la dignité de l'ensemble des Nigériens. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez constaté qu'à travers cette vidéo, la semaine dernière, les autorités nigériennes avaient lancé une campagne avertissant que tous ceux qui sont des mendiants seraient chassés de la capitale, avec une première option qui était de les ramener dans leur village. Et que ceux qui allaient revenir à nouveau, ils allaient être pris et conduits dans des rizières géantes pour leur faire cultiver du riz. Et vous avez entendu, une semaine après, les autorités du Niger qui sont des putschistes, ça c'est aux autorités d'Abidjan que je m'adresse. Si des putschistes ont réussi à chasser les mendiants, qui sont des Nigériens, pourquoi vous, des autorités légalement établies, vous êtes incapables de les prendre et de leur réserver le même sort? De quoi avez-vous honte? Ou bien de quoi avez-vous peur? Ce qui vous fait peur là, les Nigériens eux-mêmes là, eux ils ont téléchargé ça dans leur propre pays. Ils viennent de vous montrer l'exemple. Et donc nous disons aux autorités d'Abidjan, appliquez le Bassani Bayo. Dans leur langue, ça veut dire l'opération sans état d'âme. Et ramassez tous ces désœuvrés et ces mendiants et expulsez-les de la Côte d'Ivoire comme de la manière les autorités putschistes
ont réussi à le faire. Parce que vous avez la caution du peuple. Mais ces putschistes qui n'ont pas la caution du peuple ont réussi à débarrasser leur capitale de ces mendiants-là, qui sont des gens indignes, des gens qui salissent la religion musulmane, des gens qui n'ont aucune dignité. Et donc, à partir de cette situation qu'on a vécue, où des autorités ont pris une décision, et en une semaine, ils ont nettoyé Niamey. Abidjan, on peut nettoyer Abidjan en une semaine. Ce n'est qu'une question de volonté. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ces gens-là ne participent pas à l'économie. Ils ne payent pas de taxes. Ils ne payent pas d'impôts. Ils deviennent des charges publiques et même source de danger. Et en plus de tout ça, ils sont ingrats. Et donc, si les autorités d'Abidjan ne mettent pas tout en place pour nous débarrasser des mendiants, ça veut donc dire que ce sont les autorités d'Abidjan qui encouragent ces mendiants-là. Puisque leurs propres parents du Niger, des putschistes, viennent de nous montrer l'exemple. Et donc, nous devrons suivre leur exemple. De la même manière qu'eux, ils ont honte des mendiants. C'est comme ça aussi que nous, on a honte de ces mêmes mendiants nigériens dans notre pays. Et donc, les autorités ivoiriennes n'ont plus d'arguments. On doit les ramasser en masse et les faire quitter définitivement le pays. Parce que nous aussi, on vit cela comme de la menace. On vit de cela aussi comme de la honte. Et je crois que le message étant clair, nous allons passer. Et il nous reste exactement 1 heure du temps. Et comme je l'ai dit, les personnes qui vont avoir la parole sont les personnes suivantes. Il y a la mère Piment, il y a la mère Fiona Koura, il y a la mère Sali Kone et Poutamoua du Nil. Ça nous fait 4 personnes. C'est avec ces 4 personnes-là que nous allons organiser le direct de ce jour-là, ce qui fait 15 minutes par personne. Et donc, c'est à ces personnes que nous allons laisser la parole. Nous ne prendrons plus personne. C'est une évidence et il faut de l'organisation. Et donc, voilà les personnes que nous allons prendre et à qui nous allons accorder la parole. Et nous ne prendrons plus d'autres parce que moi-même, mon temps de boulot m'empêche de faire cela. Et donc, on va déjà débuter avec la première personne. Allô? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, bonjour, chère mère, nous vous entendons parfaitement. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, merci beaucoup. Okay, et donc, vous? Oui, je vais très bien. Donc, nous vous laissons vos 15 minutes. Ok, ça marche. Bon, je vais peut-être pas les épuiser les 15 minutes, mais c'est gentil, merci. Ok, ok. Alors, je salue tout le monde. À vous-même, éclaireur, je dis bonjour et merci encore pour le travail. Et je dis bon courage à Madame Blanc. Nous la soutenons totalement. Et en ce moment, les pirates sont à l'œuvre. Hein. Moi-même, j'ai été victime. Ça n'a rien à voir, mais bon, il faut faire très, très attention. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je dis aussi félicitations pour la vidéo que vous avez passée concernant les autorités nigériennes qui ont expulsé les mendiants dans la ville du Niger, à Niamey. Et donc, on souhaite que nos autorités fassent la même chose. Voilà, parce que évidemment, ça ternit l'image de la ville d'Abidjan. Et je pense que ce n'est pas qu'à Abidjan. Je pense que ces mendiants sont aussi à l'intérieur du pays. Donc voilà, nous aussi, on aimerait que Abidjan soit assaini, que nos villes de Côte d'Ivoire soient assainies et qu'on débarrasse nos villes de ces mendiants qui gênent la circulation et qui ternissent nos villes. Voilà. Sur ce, je voulais parler de l'opposition aussi aujourd'hui. Encore aujourd'hui, pardon, parce que cette opposition toxique, cette opposition bras cassée qui n'a rien d'autre dans la tête que de fomenter des coups d'État. Et moi, je reviens sur le mot chasser, parce que je trouve que c'est vraiment très arrogant, très méprisant de dire que l'opposition veut chasser le président Ouattara du pouvoir. Voilà, je ne trouve pas correct ce vocable, parce que on ne chasse pas une personne, on chasse des animaux, on chasse une mouche. Donc, je trouve que l'opposition, elle est violente. En plus d'être violente dans ses actions, elle est violente de façon verbale. Donc, nous disons
que nous attendons l'opposition le 25 octobre, comme je l'ai dit déjà hier, on va avoir les élections. Et si l'opposition n'a pas de programme, n'a pas de projet à offrir aux Ivoiriens, ben qu'elle n'aille pas aux élections, parce que cette opposition qui se met en coalition, c'est un ramassis en fait de partis qui pensent que il faut être ensemble pour réussir à atteindre ces objectifs. Mais nous disons que en 2025 ou même avant, nous allons soutenir le président Ouattara, nous allons encourager le président Ouattara et nous allons défendre son bilan qui est très positif, qui est inattaquable. Voilà, parce que ces partis-là, on pense que, comme vous l'avez dit, tout ce que l'opposition recherche, c'est gagner de l'argent et voilà, parce que au fond, elle n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Voilà. Et j'ai entendu dire par le vice-président du FPI que le FPI ne répond pas positivement à l'appel de Benoît et que le FPI va renforcer son partenariat avec le parti au pouvoir. Eh bien, moi, j'ai envie de sourire parce que je trouve que Afi N'Guessan, comme je l'ai dit déjà une fois, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. On ne sait pas où il va. Et quand il nous dit aujourd'hui qu'il veut plutôt rester, que lui, il n'est pas dans l'opposition, eh ben, ça me pose question. Parce que quand Afi N'Guessan, on sait ce qu'il a dit, parce que au fond, il n'a pas l'alliance, il a balayé l'alliance, il a balayé le partenariat dans un de ses propos. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il fait volte-face pour dire que il ne va pas se joindre à l'opposition, parce que comme il n'est pas en odeur de sainteté avec le président Gbagbo, qui a créé son PPACI au détriment du FPI. Donc aujourd'hui, il ne sait pas. En fait, il est au milieu, il marche à contre-courant. Mais moi, j'ai envie de dire aux partis au pouvoir que ce n'est pas la peine de poursuivre ce partenariat. Il vaut mieux laisser Afi N'Guessan voler de ses propres ailes, laissez-le où il est, et puis on verra ce qu'il pèse. Parce qu'au fond, il ne pèse rien du tout, donc il essaie de se greffer au pouvoir en place, mais moi je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Afi N'Guessan, il vaut mieux qu'il reste dans son coin, voilà, parce qu'on n'a pas besoin de lui au RHDP. Voilà, parce qu'il va rien nous apporter, il ne pèse rien du tout. Voilà, c'est quelqu'un qui est fini, complètement fini, donc qui ne vienne pas nous embobiner au RHDP. Voilà, moi j'ai entendu le vice-président le dire, le vice-président du FPI dire qu'ils vont renforcer le partenariat, et donc moi je ne trouve pas ça valable. Voilà, je pense qu'il ferait mieux de rester où il est. Maintenant, si je peux continuer avec l'histoire des visas, où je laisse la parole et je reviens après, éclairage, je ne sais pas. Non, vous avez vos 15 minutes. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je poursuis alors. Oui, okay. Il vous reste 7 minutes. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, par rapport à la réinstauration du visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, on a approuvé, on a dit que c'était une très bonne chose, même si c'est pour une période de 2 ans. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit maintenir même après 2 ans, parce que vu ce qui se passe au Maroc, et là il y a une vidéo de Hassan Hayek, sinon un post, qui dit que il y a eu un naufrage et que on a identifié 3 Ivoiriens avec leur numéro de passeport. Voilà pourquoi les autorités ivoiriennes ont voulu rétablir le visa, parce que non seulement nos passeports sont bradés comme des petits pains, il y a des circuits, des réseaux de faux passeports qui ont été démantelés avec des faux cachets. Donc voilà pourquoi voilà ce qui justifie l'importance de la réinstauration du visa, parce que certains prennent les papiers ivoiriens pour aller se faire établir des documents administratifs, des passeports ou des pièces d'identité, et ils arrivent dans le Maghreb par des chemins détournés, et après, quand on les attrape, par exemple à Lampedusa, quand on a débarqué des 14 800 Ivoiriens, et ils ont dit qu'ils étaient Ivoiriens, mais au fond, les enquêtes ont montré que c'est quelques dizaines d'Ivoiriens.
et que les 14 800 n'étaient pas tous des Ivoiriens. Donc, je trouve que cette histoire de visa est une très bonne chose parce que non seulement ça va limiter les fraudes, mais aussi ça va permettre de bien identifier les Ivoiriens, ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment la nationalité ivoirienne, mais pas voilà, les autres qui utilisent nos documents pour aller faire des dégâts, faire des coups bas. Par exemple, quand on attrape des gens, des voleurs à Paris, on dit que ce sont tous des Ivoiriens, alors qu'au fond, on sait que ce ne sont pas des Ivoiriens, mais parce qu'ils ont obtenu des documents ivoiriens par des voies non conformes. Voilà. Et il y a une dernière vidéo d'un Malien qui se vante d'avoir le papier ivoirien et qui pourrait voter pour Gbagbo en 2025. Donc voilà, c'est ce qui montre que le PPACI, au fond, c'est un parti qui a été créé, c'est une arnaque pour essayer de distribuer des documents ivoiriens aux étrangers, à nos voisins. Voilà, donc on a compris le poteau rose, on a compris la supercherie. Donc moi, je pense que les autorités ivoiriennes doivent être très vigilantes lors des élections, essayer vraiment de repérer ceux qui ne sont pas ivoiriens de naissance et qui ont obtenu des papiers de façon frauduleuse. Voilà, donc je vais pas être longue, je vais m'arrêter sur ces deux sujets-là et je passe la parole. Merci beaucoup, Claire. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci d'avoir bel et bien évoqué ces sujets et de les avoir explicités davantage. Et comme vous le dites, dans le cas AFI, vous savez actuellement, le FPI est très rémieux de l'intérieur. C'est un autre mouvement à l'intérieur du FPI enveloppe là. C'est eux encore qui disent qu'eux veulent faire alliance avec le RHDP. Et c'est là qu'on comprend facilement qu'on est dans une escroquerie morale et politique à la fois. Mais moi, je le dis ceci, comme je l'ai dit toujours depuis le début, ma position reste la même, que ce soit le FPI. On ne s'associe jamais avec la honte. On connaît leur bilan. On sait qu'ils n'ont pas été capables de choses assez bonnes dans le pays. Et aujourd'hui, là, à part peut-être un symbole médiatique, c'est le RHDP qui perd dans cette union-là. Parce qu'ils n'apporteront rien et ils ne changeront jamais. Ils sont en attente d'opportunités pour aller reprendre les mêmes choses. Il faut être vraiment dupe ou bien il faut vouloir qu'on se blague soi-même pour croire en cela. Et moi, je n'accepterai jamais de me berner moi-même. Et c'est pourquoi, que ce soit AFI, que ce soit quiconque, je ne crois pas en ces alliances-là, surtout que c'est des gens qui n'ont rien valu. On va me demander, mais à quoi peuvent servir les alliances? Les alliances peuvent servir à quelque chose quand celui avec qui vous vous alliez a un passé ou bien a une volonté de faire quelque chose. Quand c'est allié au PDCI, là, le PDCI a une histoire. Le PDCI de Félix Houphouët-Boigny a posé les jalons du développement de la Côte d'Ivoire moderne. Ça, au moins, on peut retenir cela. Et le président Ouattara lui-même est issu du PDCI. Et donc, il y a tout un historique qui est là pour nous dire qu'il y a de la logique dans ce qui se passe. Mais le PDCI, pardon, le FPI et le RHDP, c'est deux partis idéologiquement opposés. Maintenant, quand ils vont se mettre ensemble, c'est pour atteindre quel objectif? Si le RHDP a de la bonne volonté pour en arriver à quelque chose, le FPI, eux, ils sont déjà totalement affaiblis. Et ils cherchent à se refaire une santé économique, une santé politique. Voilà pourquoi ils viennent dans le RHDP. Mais si on se laisse à ce jeu-là, c'est nous qui perdons dans tous les cas. Et AFI l'a démontré, et en fonction des intérêts, les gens essayent de faire varier les tendances, mais c'est la même chose. Il faudrait que nos autorités comprennent cela et qu'on s'assume une bonne fois. Ce sont les militants qui font gagner, ce sont les Ivoiriens qui font gagner, et non les alliances qui font gagner une élection. Je crois qu'au RHDP, on a l'habitude de le dire ici. Si cela est une vérité, nous ne devons pas nous encoquiner avec n'importe qui, sinon on devient n'importe quoi. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et en ce qui concerne les Ivoiriens qui vont en exil par la mauvaise des manières, moi je l'ai dit, aujourd'hui les exemples sont en face. Vous avez donné des personnes qui ont eu à perdre la vie. Et c'est justement ces conséquences-là que nous sommes en train de prévenir en rendant difficile l'accès au Maroc. Parce qu'il ne faut pas avoir honte de ce que l'on pose comme acte. Quand tu sais que ce qui est bien là, même quand ça fait mal là, il faut avoir le courage d'assumer. Bon, aujourd'hui, ceux qui sont décédés là,
Est-ce que c'était pas mieux? S'ils n'avaient pas le passeport, est-ce qu'ils auraient pu arriver au Maroc? Mais là, maintenant, on reste maintenant dans les supputations, dans les suppositions, dans les spéculations. S'ils n'avaient pas eu le passeport, ils ne seraient pas allés au Maroc. Si on savait, on n'allait pas leur donner le passeport. Comment on fait pour avoir le passeport? Il faut aller, etc., etc. Tout ça, c'est le médecin après la mort. Et il faut que le gouvernement ivoirien corse davantage le fait que les Ivoiriens puissent avoir des passeports pour aller au Maroc, là. Si on peut même encore durcir la loi, qu'ils le fassent pour les maintenir en vie en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens. Maintenant, les étrangers qui avaient l'habitude, non seulement ça va couper cette manne négative et néfaste, mais ça va aussi permettre de laver l'image de la Côte d'Ivoire, de sauver les vies des Ivoiriens et de permettre à ces étrangers-là d'aller chercher le passeport malien, burkinabé ou bien camerounais pour aller tenter l'aventure comme ils le veulent. Et donc, vraiment, merci beaucoup, chère mère. Nous allons vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bon après-midi. Je vous en prie. Merci. Merci. Allô? Allô? Bonsoir, Sunjata le Conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère Clara. Je vais très bien. Dieu merci. Et donc, on va vous laisser la parole. Même en pleine circulation comme ça, Dieu merci, le réseau est bon. Donc, je vais m'arrêter pour échanger un peu avec vous. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Je vous remercie de me donner la parole. Donc, il faut dire même que le sujet d'actualité du jour il va porter sur un seul point. Je suis plus précisément dans la zone ici entre Ferkessédougou, Ouangolodougou et puis une partie de la route qui va vers Pogo. Donc, il était important pour moi de faire un compte rendu de la situation. Je vais m'appesantir plus précisément sur les grands projets en cours, c'est-à-dire le port sec et puis l'état des routes. Voilà. Donc, il faut dire même que en ce moment, à Ferkessédougou, il y a le bitumage en cours de au moins une vingtaine de kilomètres de route dans la ville de Ferkessédougou. Donc ça, c'est un point qu'il est important de préciser. Il y a les travaux du port sec de Ferkessédougou qui sont en cours également, plus précisément sur le site de Tekoka. Et les travaux avancent très bien. Nous remercions vivement le gouvernement. Et c'est un projet d'envergure qui va créer à long terme 70 000 emplois directs et indirects. Donc vous voyez ce que ça fait. Dans un premier temps, le gouvernement il a dû déplacer les villageois qui étaient sur les sites en construisant pour eux des maisons qui sont bien visibles lorsqu'on est sur la route qui mène vers Ouangolodougou. Et il faut aussi préciser que les mêmes villageois ils ont été dédommagés avant le début des travaux. Donc les sites qui étaient prévus pour accueillir les villageois avec leurs maisons, les maisons sont terminées. Les villageois vont occuper ces maisons. Les villageois ont été dédommagés et les travaux ont bel et bien commencé. Les travaux vont se poursuivre. Les travaux prendront le temps nécessaire. Je crois que c'est au moins 3 ans, mais les travaux vont
finir par être achevée un jour pour le bonheur de tous. Et ça va créer au moins 70 000 emplois directs et indirects, comme je l'ai dit. Maintenant, lorsqu'on prend la route de Ferkessédougou pour aller à Ouangouloudougou, il faut aussi préciser que la construction de cette route-là est terminée. Ça vaut maintenant 9 ans. Voilà, puisque ça vaut même les 10 ans. Puisque les travaux de cette route, je crois, ont été effectués entre 2013 et 2014. La route Ferkessédougou-Ouangouloudougou. Mais 10 ans après, en tout cas, l'état de la chaussée et du trottoir, en tout cas, l'état de la route est assez bonne. L'état de la route est assez bonne. Voilà. La chaussée est toujours bonne. Sauf que par endroit, il y a quelques nids de poules et par endroit, parfois la route a légèrement perdu le niveau. Donc, il est important de les préciser pour que les structures compétentes songent à venir fermer les nids de poules pour le bonheur des usagers de la route. Maintenant, plus précisément, dans la ville de Ouangouloudougou, il y a 5 ans de cela, lorsque j'étais de passage, plus précisément en 2019, les travaux de bitumage étaient en cours dans la ville. Il y avait un certain nombre de kilomètres de route à bitumer dans la ville de Ouangouloudougou. Voilà, donc aujourd'hui, je peux faire le constat que le travail a été très bien fait. Les routes dans la ville de Ouangouloudougou ont été bitumées et le bitume est de très bonne qualité. Maintenant, sur l'autre parcours qui part de Ouangouloudougou pour aller à Diawala jusqu'à la frontière du Mali, moi-même, j'ai tenu à effectuer une partie du trajet pour me faire une nette idée de la situation. Et on peut constater effectivement que ce que les gens disent, c'est une réalité. La route n'est vraiment pas en bon état. Voilà, la route est entrecoupée à plusieurs niveaux. Bon, ce sont les villageois et les bonnes volontés qui renforcent la chaussée avec le sable rouge à plusieurs endroits. Vraiment, la route n'est pas en bon état. La circulation n'est pas facile non plus. Donc, la dernière fois, nous avons eu à évoquer ce problème ici, mais ce qu'il convient de préciser, il y a de cela, je crois, quelques années, en 2022, le problème du bitumage et de la réhabilitation de cette route avait été abordé en Conseil des ministres. Voilà, il était prévu que la route qui part de Ouangouloudougou, Diawala, port aux frontières Mali, soit réhabilitée bitumée. La route aussi qui part de Ouangouloudougou jusqu'à l'Aliraba soit aussi réhabilitée et bitumée. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a des réalités, hein, parce que bitumer une route, ce n'est pas aussi facile comme de l'eau à boire. Il y a des réalités qui font certainement que les travaux retardent. Quelles sont ces réalités-là? Nous n'en savons pas plus, mais ce qu'il convient de préciser, comme j'ai eu à le dire l'autre jour, il est vraiment important, de penser à fermer les nids de poules et à arranger et renforcer les endroits où il y a le sable rouge pour que la route soit beaucoup plus simple à la circulation, de sorte à faciliter la situation pour tous. Sinon, ce n'est pas aussi évident que ça. Voilà, c'est une route d'utilité publique. Comme je l'ai dit, beaucoup de réalités peuvent faire que les travaux de réhabilitation de cette route retardent. Nous n'en savons pas plus. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Mais comme je l'ai dit, le plus important en ce moment même, c'est de penser à faire quelque chose en attendant. Il faut trouver un palliatif de sorte que les gens arrivent à circuler en attendant que les choses se passent bien dans les années à venir. Voilà. Certainement et sûrement dans les années à venir, tout sera au top. Mais pour le moment,
il faut que quelque chose soit fait pour faciliter la tâche à tout le monde. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci infiniment, Sunyata le Conquérant. La première chose que je vais dire, c'est de vous remercier parce que c'est un peu un travail de l'AGEROUTE même que vous faites comme ça et des structures compétentes même qui devraient être aussi focalisées sur le suivi même du travail qui est fait. Parce que moi, je l'ai dit et je le répète, moi, vous ne me verrez jamais prendre quelque chose et puis poster pour dire Alassane Ouattara a fait point, il a fait route. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai eu la chance de voir mieux que tout ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'utilité dans le temps pour les citoyens là. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce que tu es en train de faire là, en jouant sur la qualité. Parce que de la qualité, nous trouverons la durabilité. Et de cette durabilité, cela fera l'efficacité du travail à l'avantage des populations. Et cela va encore perpétuer l'image du président Ouattara dans les esprits. Voilà comment moi je vois les choses. Et donc, il faut que la qualité y soit. Il faut que le sérieux soit au rendez-vous de tous les grands travaux qui sont réalisés. Mais les structures qui devraient être là pour suivre le travail, avec les feuilles de route, et essayer d'amener ceux qui ont fait les travaux pour corriger là où il y a des défauts, si malheureusement ces structures ne font pas le travail, et que ce sont des citoyens lambda comme vous qui faites le travail, vraiment nous vous tirons le chapeau et nous vous disons merci. Et nous disons comme ça que dans la communication du RHDP et des Ivoiriens, des citoyens lambda doivent être capables de se lever et de signaler aussi les manquements ou bien les éléments qui leur manquent dans leurs différentes régions. Je crois bien que c'est aux États-Unis, mais c'est quelque part en Europe, je ne sais plus. Mais ils ont développé une politique où ce sont des citoyens, quand tu arrives à dénoncer par exemple un nid de poule quelque part, il y a une application où tu signales là-dessus directement. On peut faire la même chose en Côte d'Ivoire. On ne vous donne pas de moyens. Vous le faites à travers les moyens que vous avez dans vos limites. Mais soit, nous-mêmes en tant que citoyens lambda, il faudrait qu'il y ait des Sundiata qui se lèvent avec honnêteté bien sûr, pas dans le sens du dénigrement. Voilà, ça c'est clair aussi. On puisse faire ce travail-là pour que ça puisse aider nos parents ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et aussi aider le gouvernement. Parce que l'image du président, c'est dans le travail qui a été fait. Plus ce travail-là, les générations à venir vont voir, ça va perpétuer le grand travail que le président Ouattara a fait. Ne soyons pas impressionnés par le résultat, mais soyons impressionnés par l'effet dans le temps. Et vraiment, merci de faire ce travail-là. Merci infiniment. Et on va vous laisser vaquer à vos occupations, tout en vous souhaitant un très bon retour du côté d'Abidjan. Et aussi, vous saluez tous nos parents du Nord et dites-leur surtout de ne pas accueillir les Burkinabés, les Maliens, parce qu'il y a des terroristes qui se cachent et aujourd'hui, les conséquences qu'ils posent dans le Nord, nous les connaissons. Et surtout, dites-leur aussi de signaler aux autorités tout ce qu'ils voient qui est inhabituel. C'est comme ça que l'autorité pourra les aider à sauver leur vie. C'est ce que je voulais ajouter. Je vous remercie beaucoup, vraiment merci beaucoup. Chacun fera de son mieux et nous pensons que les choses iront mieux. Je vous remercie. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Allô? Bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour chef, je vais très bien et toi? Je vais excellemment bien et j'espère que vous avez appliqué mes cours. Comment devenir méchant? Je sais, Inch'Allah, ça va aller. Comment allez-vous?
Je vais très bien. Je sais que la famille va bien là-bas aussi. Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Et de votre côté? Alhamdulillah. Que Dieu fasse grâce. Éclairage, j'ai vraiment aimé les séquences de vidéos que tu viens de faire passer concernant Chakadjan. Je crois que c'est ce qu'il faut au fait. Parce que, comme eux là, ils veulent forcément faire accepter Chakadjan aux gens comme si c'est une obligation ou bien, je ne sais même pas, ils veulent certainement d'embellir son image que, franchement, j'étais tellement contente avec cette séquence que tu as fait passer là. Parce que ce monsieur-là, il a fait une mauvaise rentrée en politique et on va lui répéter ça. Pion! Celui qui n'est pas content n'a pas sauté puis caler en l'air. C'est tout. Voilà. Maintenant, cette opposition aussi qui s'approche là, qui dit que non, nous on va aller au truc à RHDP. Soyez sereins. Et puis restons focus. Restons mobilisés. Tous ceux qui viennent là, au RHDP actuellement là, c'est parce qu'ils ont besoin du RHDP pour être. Sinon là, c'est pas le vrai cœur. Faut pas se mentir. C'est quoi j'ai mal, je vois souvent quand je vois certains militaires RHDP qui disent Gré Goudé il a changé, Gré Goudé n'a pas fait mieux que mal au président comme Soro Guillemot. Et tout ça là, c'est le même groupe là. Ne venez pas nous emmerder. C'est le même groupe là. Ou bien vous n'étiez pas là en 2010 quand Gré Goudé parlait là. Vous n'étiez pas là en 2010. Quand il disait qu'Alassane ne sera rien dans ce pays là. Vous étiez où? Vous étiez où? Ou bien vos parents là, il n'y a pas eu mort dans votre famille. Hein? Dans votre famille là, vous n'avez perdu personne pendant la guerre de 2010 là. Donc ne venez pas emmerder les militaires, ne venez pas nous emmerder ici. Si toi tu n'as pas eu quelqu'un mort dans ta famille là, nous autres on en a perdu. On a perdu des personnes dans nos familles. Vous avez compris? Que Blé Goudé change, qu'il ne change pas, nous on s'en garde pas de ça. Nous on ne regarde pas ça là. Non, ça ne nous intéresse même pas. S'il change, c'est pour sa propre personne. Voilà. Mais pour dire qu'il a changé, on a qu'à avoir compassion. Quand tu n'as pas perdu quelqu'un, il faut avoir compassion pour lui. Oui. Ceux qui n'ont pas perdu quelqu'un là, aient de la compassion. Vous avez compris? Voilà. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Son changement, pas son changement, on s'en gave de ça. Tout le monde sait qu'aujourd'hui là, le RHDP là est le parti le plus debout de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait ça. L'opposition même en pièces détachées là, ils savent ça. Dites-moi, j'aimerais que vous me disiez, chers Ivoiriens, Blé Goudé, Gbagbo, Simone, Afin Guessa, qui a mieux que qui? Venez nous dire ça. Qui a mieux que qui? Quand tu poses des actes, il faut te dire que demain, ça peut te rattraper. C'est quoi dans la vie on dit? Quand tu veux faire quelque chose, il faut penser à demain, ne pense pas aujourd'hui seulement. Et Dieu même nous dit, mais quand tu es fort que quelqu'un, tu peux lui faire mal là. Avant de lui faire le mal là, il faut réfléchir et demain. Mais des gens qui n'ont pas pensé à demain, des gens qui ne savaient pas aujourd'hui qu'on allait être là aujourd'hui, c'est vous là, vous asseyez pour dire, ils ont comme ça, ça c'est leur problème. Voilà, maintenant les mendiants là, moi je dis, déclarons, on n'a pas dit la vérité. Hein. La plupart des mendiants là, qui sont les mendiants, ce sont les musulmans. Si tu attrapes 100 mendiants tout de suite là, c'est 90 là, c'est musulmans. C'est vrai. Est-ce que l'islam nous a dit ça? Que de mendier? L'islam même condamne la mendicité. Pourquoi? Oui, vas-y. Non, je dis même que l'islam condamne même la mendicité. Mais pourquoi c'est nous toujours les musulmans là, c'est vous là? Vous là, vous ne pouvez pas dire aux gens de sortir. C'est les musulmans qui disent que les femmes ne doivent pas travailler là. C'est quoi quand les hommes les paient, ils font les enfants, il faut sortir pour aller chercher l'argent dehors là-bas avec l'enfant. Au lieu d'aller travailler, en travaillant et puis emmerder les gens pour dire donne-moi là. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'on se dit la vérité. Et vous-même, nos autorités de la Côte d'Ivoire, vous avez vu comment Niger là même a nettoyé, ils sont en train de nettoyer la Côte d'Ivoire. Quand un mendiant en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'as pas un village. Et quand tu as un village, ça veut dire que tu as un champ. Parce que tous les villageois là vont au champ. Tout villageois a un champ. Si ça ne va pas là, tu rentres au village, tu vas au champ. Nourriture pour manger là seulement là, tu peux cultiver pour te nourrir, même si tu n'en vends pas. Donc franchement, moi je trouve que nos religieux là, nos différents religieux, ils n'ont pas prêché la vraie parole aux gens dans les mosquées. Les mendiants là, la plupart ce sont les musulmans. Faut pas avoir mentir. C'est à quoi les voulons nous assurer même à la Kadjama. François nous appelle. Parce qu'on se dit que le musulman là, c'est lui qui mendie. Pourquoi cette image là de l'islam? Donc franchement, il faut qu'on se dise la vérité, les mendiants, 90% ce sont les musulmans qui sont les mendiants. Pourquoi on va se mentir ici? Maintenant, l'éclaireur, comme on a dit, la soeur, si on en a parlé du passeport Maroc-Côte d'Ivoire là, mais l'éclaireur,
Moi, je trouve que les Ivoiriens même doivent être contents le fait qu'on a mis passeport, on a mis visa entre eux là et nous là. Ils doivent être contents. C'est pour sauver des vies. Vous courez, vous partez sauter, vous partez mourir dans l'eau. Un mourir dans l'eau et puis rester en Côte d'Ivoire pour gagner son petit pain, laquelle c'est mieux. Comment vos mamans vont souffrir comme ça pour vous mettre au monde? Vous partez vous jeter dans l'eau pour mourir cadeau. Vous n'avez même pas peur de traverser l'eau. Le gouvernement, tout ce qu'il peut faire, c'est de freiner. Et c'est leur manière de freiner. Ceux qui ne sont pas contents, c'est que vraiment, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on prend des bonnes décisions et puis nous, on n'est pas d'accord. Gabon, là, j'ai vu un truc passer du Gabon où le militaire là, a dit que tous les cadres d'avocats partis passer les vacances dans les différentes régions là. Vous avez vu tout ça là, non? Vous avez vu tout ça là? Il a dit quoi? Parce qu'il veut qu'ils s'approchent d'eux pour connaître les problèmes que les personnes ont là-bas. Les routes qu'on est en train de parler des routes là-haut. Vous pensez que si les cadres là voyagent sur les routes, ils vont laisser les routes là, vont se gâter? Voilà, donc la Côte d'Ivoire, franchement, moi, il dit le pouvoir là, c'est le RHDP seulement qui peut envoyer changement en Côte d'Ivoire. Franchement, il faut qu'on se dise là, le RHDP, si vous laissez des choses passer aujourd'hui là, ça va plus s'arranger. Ça, c'est clair. C'est vous là qui pouvez arranger la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous là qui avez une vision pour la Côte d'Ivoire. Les autres là, c'est des belliqueux. Eux là, c'est pas la version le sang là qui les arrange. Donc nous, on est fatigués de ça. Donc RHDP, franchement, faites tout ce que vous pouvez faire pour que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire une et indivisible. Franchement, pour que les Ivoiriens changent de mentalité. Et c'est vous qui pouvez le faire. Vous, le pouvoir des RHDP. Merci les frères, je m'arrête là. Merci. Merci infiniment, cher maire. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et concernant le cas des mendiants, voyez-vous, il y a une erreur grave que les musulmans font. Et quand ceux qui sont dans l'islam rentrent et que ceux qui apprennent un peu l'islam, on leur explique les 6 piliers de la foi. Ça veut dire quand tu es musulman, là, ta foi, là, c'est basé sur 6 piliers. Le premier pilier, là, c'est la foi que Dieu est unique. Et donc, les musulmans vont appeler ça al-iman. Il est la divinité unique. Et il n'y a rien d'autre qui est digne d'être adoré que lui. Le deuxième pilier, c'est la croyance aux anges, ou bien la foi aux anges. Ici encore, beaucoup de musulmans pensent que les anges, ce sont des oiseaux, ce sont des hommes. On ne sait pas s'ils sont garçons ou femmes, mais ils ont des ailes. Et puis bon, ils sont autour de Dieu parce qu'eux ont tout anthropomorphié. Ça veut dire eux ont tout humanisé, tout forme humaine, alors que c'est faux. Très mauvaise explication. Le troisième pilier, croire au livre céleste ou bien au livre révélé. Mais ici, lorsqu'on te parle de Al-Kitab, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire le livre en papier. Sinon, pourquoi on a appelé le Coran Al-Furqan? le livre du discernement. Cher mère, discerner, ça veut dire quoi? Être capable de réfléchir, être capable d'utiliser le bon sens et être capable d'utiliser son sens de la raison. C'est ça qu'on appelle le discernement. Et votre Coran là, dans votre propre Coran, on l'appelle Al-Furqan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'écriture physique. Mais c'est à l'intérieur de chacun que d'être capable d'utiliser son discernement pour comprendre la nature, pour comprendre Dieu. Et là, les gens ont pensé que ce sont les livres comme la Bible, le Coran, la Torah et autres. Non, c'est plus que ça. Le quatrième pilier de la foi musulmane, c'est la croyance aux messagers de Dieu. Tous ceux qui ont été envoyés. On a eu des prophètes en Afrique, on a eu des prophètes noirs, on a eu des prophètes dans toutes les communautés. Allez encore vérifier votre Coran. Dieu même dit qu'il ne condamne jamais un peuple tant qu'il ne lui envoie des messagers. Et que chaque peuple a reçu des messagers. Si les Noirs sont un peuple, ça veut dire que les Noirs ont eu des messagers. Mais tellement nous-mêmes, les Noirs, aujourd'hui, on ne croit même plus en nous-mêmes. On pense que les messagers, là, ce sont les gens qui sont venus d'Israël et d'Arabie Saoudite. Alors que nous avons eu nos prophètes avant eux. Et donc, encore, les musulmans se trompent même la définition du mot messager. Crée beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'on prend le prophète des musulmans, qu'on appelle ici le Khatam an-Nabiyyin, le sceau des prophètes, ça ne veut pas dire qu'il est le dernier des prophètes. Ça veut simplement dire qu'il est le plus important d'eux. Il est le dernier cri des prophètes. Sinon, à la mort de son fils Ibrahim, quelle est la parole qu'il a dite lorsqu'il mettait Ibrahim en terre?
S'il avait été vivant, il aurait été Nabi. Qu'est-ce qu'il a dit à Omar ibn Khattab? Allez encore vérifier. C'est la même chose qu'il a eu à dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là encore, les musulmans font une lecture littérale en se trompant du sens véritable des mots. Le cinquième pilier, la foi au jour du jugement dernier. Mais c'est quoi le jugement dernier? Le jugement dernier, ça sera où? Ça sera quand? Ça sera comment? Les musulmans pensent en grande majorité qu'il faut mourir. Et puis quand tu vas mourir, un jour comme ça, dans le vide, lorsque la trompette va sonner, tu vas te réveiller et puis voilà, on est au jugement. Mais quand vous lisez la sourate Al-Fatiha, la sourate de l'ouverture, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? Le droit chemin ne commence pas après la mort. Ça commence ici d'abord. Si tu n'es pas sur le droit chemin ici, là, tu ne seras pas sur le droit chemin quand tu vas mourir. Et donc, à quoi sera-t-il utile de s'attendre à un jugement quand tu es ici sur la mauvaise voie, mais tu te dis, bon, quand je vais mourir, les choses vont changer. C'est dès la base ici qu'il faut changer. Et donc, le jour du jugement, les gens se sont trompés. Le jour du jugement, c'est chaque jour que tu vis. Chaque jour que tu vis là, tu as le choix d'arranger ta vie ou de détruire ta vie. Tu as le choix de dégrader ta santé ou d'améliorer ta santé. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Et le libre arbitre est le centre de ton jugement. Et le jugement dernier, c'est chaque jour de ton existence. Tu peux t'améliorer, comme aussi tu peux te détruire toi-même. Et donc, n'attendez pas de mourir avant d'entendre un jugement. Tu te nourris mal, ton jugement, ton corps va te l'imposer. Moi, quand j'étais encore en Afrique, et ça a été le cas peut-être pour beaucoup d'Africains, quand on nous disait, il faut manger équilibré, il faut savoir manger, nous, chez nous, là, il faut remplir le ventre en avance. Mais quand tu viens en Occident, que dans un premier temps, tu ne comprends pas bien leur système, que tu manges les junk food et autres, les fast food et autres. Mais continue, dans 5 ans, tu seras un futur malade. Et c'est là que tu comprends qu'en réalité, tout ce qui se vend là, on ne mange pas. Tout ce qui est nourriture dehors, on ne mange pas. Tu commences à faire la différence. Et tu commences à comprendre que mon corps ne supporte plus ceci. Et même avec l'âge, ton corps, il y a certains aliments que ton corps ne supportera plus. Mais si toi, tu n'arrives pas à faire ton jugement pour comprendre que mon corps ne permet plus que je mange ça, que tu continues à manger, tu vas mourir. Donc, quand on te dit de croire au jugement dernier, ça commence ici. Et c'est dans tous les aspects. Mais ce qui est le plus lamentable, c'est le 6e pilier de la foi. La foi au destin. Qu'il soit bon ou mauvais. Mais c'est quoi le destin? Et donc, tout ce que je viens de dire là, ça veut dire la majorité des musulmans font faux, même dans la compréhension même de la base de leur foi. La croyance au destin. C'est quoi le destin? Violente question. Pour l'idiot ordinaire, le destin, c'est purement le hasard. Puisque lui-même, il est né au monde, pour lui, c'est un hasard qu'il soit là. Lui, il pense qu'il est là par hasard. Et je l'ai dit, même pour être ici, là, c'est une compétition entre plusieurs milliards de spermatozoïdes. Quand tu te retrouves ici, tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu es là pour une raison. Et donc, sois fier de toi-même pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu as vaincu des milliards de spermatozoïdes pour être là. Et donc là, tu étais une pièce rare. Sois fier de toi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas, comment lui peut aimer les autres? Quelqu'un qui ne sait même pas que lui, il a été créé pour un but, comment lui peut savoir qu'il a une destinée et qu'il a un acte à poser sur cette terre-là? On profite pour dire aux gens, vous savez, le destin, on ne le contrôle pas. Il faut vivre comme ça. Même si je suis mendiant là, c'est Dieu qui l'a voulu. Oh. C'est faux. C'est faux. On a vu des gens naître pauvres, mais qui sont devenus riches.
On a vu des gens naître dans la misère. Mais quand ils ont lutté là, ils te disent, c'est le travail qui m'a amené là. Et vous les musulmans qui voulez justifier la mendicité parce que ce serait lié au destin. Imaginez cet homme qui, à Médine, se couchait toujours dans la mosquée et un jour le prophète l'appelle pour lui dire, mais toi, qui s'occupe de tes besoins? Il dit, non, il y a mon petit frère, c'est lui qui va, il travaille et puis il s'occupe de moi et de ma famille. Moi, je suis là, je viens pour adorer Dieu seulement. Le prophète lui a dit, ce qui serait mieux pour toi, après les prières obligatoires, là, lève-toi, même si c'est des morceaux de fagot que tu dois aller chercher pour venir vendre là. Fais-le, nourris-toi dignement, parce que le travail aussi, c'est une adoration de Dieu lui-même. C'est pourquoi ceux qui sont musulmans et qui vivent honnêtement, surtout ceux qui sont à l'aventure, je vous tire le chapeau. Continuez à vivre dignement. Parce que si vous mourrez à l'aventure, je n'encourage pas quelqu'un de mourir à l'aventure, ce n'est pas mon souhait. Mais quelqu'un qui est venu à l'aventure et qui dit, je vais venir chercher mon pain. Et généralement, pour beaucoup d'entre nous qui sommes venus à l'aventure, avec l'intention qu'on vient de nos familles, si vous mourrez à l'aventure dans ces conditions-là, sachez que vous êtes mort comme quelqu'un qui est mort lorsqu'il faisait une guerre sainte en se défendant. On vous appelle des shahids. Vous êtes des martyrs. Je n'encourage pas les gens à la mort. Non. Mais je suis en train d'expliquer la logique. Parce que ce que vous faites, c'est un sacrifice énorme. Vous abandonnez vos vies. Vous abandonnez tout ce qui est cher à vous. Vous vous sacrifiez vous-même pour venir chercher le bonheur pour vous, pour vos familles. C'est un combat qui n'a pas de prix. Mais il faut le faire dans la dignité et il faut le faire dans l'honnêteté. Et donc, voyez-vous, ces mendiants-là, c'est une honte pour l'islam. C'est contre la philosophie même de l'islam véritable et ça n'honore pas les musulmans. Et comme vous avez dit, si on n'explique pas la religion honnêtement et concrètement aux gens, comment peuvent-ils l'appliquer correctement? La mauvaise explication de la religion conduit inévitablement à la mauvaise pratique que nous voyons là. Et comme je l'ai dit, si des musulmans ne sont pas capables de comprendre correctement les 6 piliers de la foi, comment on peut les empêcher d'être des endoctrinés? Comment on peut les empêcher d'être des ignorants? Comment on peut les empêcher de ne pas se mettre en dehors de l'histoire mondiale? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer que l'islam et le djihadisme actuel n'ont rien à voir. Si on explique aux gens que le mot al-jihad veut simplement dire faire un effort, ça ne veut pas dire aller faire la guerre. Les intellectuels musulmans devraient prendre le temps d'expliquer cela, faire de la sémantique arabe pour expliquer que non, c'est vrai que les mots là, le sens évolue, mais le sens du mot djihad, c'est faire un effort. Et que le meilleur djihad là, c'est le djihad al-nafs, c'est le djihad contre ta propre âme. Comment éclaireur va lutter contre sa propre âme pour dire mon âme est en train de me dire de faire du mal, d'aller chercher femme des gens, d'aller voler de l'argent, d'aller mentir aux gens. Éclaireur va s'asseoir et puis va faire l'effort sur lui-même là. Et puis maintenant se corriger comme le Christ nous l'a dit. Soyez mieux que moi parce que vous ferez mieux que moi. Vous marcherez sur l'eau, mais seulement il faut que vous fassiez un travail sur vous. Il y a combien de musulmans qui travaillent sur eux-mêmes? Mais ils sont toujours les premiers à dire, comme moi j'ai laissé la barbe, comme j'ai coupé le pantalon à moitié sur mon genou, je suis mieux que toi. Comme je suis en boubou, je suis mieux que toi. Toi tu iras en enfer, toi tu n'iras pas au paradis. Eux ils ont la clé de l'enfer du paradis. Tout ça c'est la mauvaise compréhension. Sinon quand tu comprends que ton travail là, tu dois travailler sur toi-même. Avoir le courage de dire la vérité ou là où tu seras détesté là. Tu es en train de construire ton paradis. Être capable de t'éloigner du mal là, tu es en train de te retirer toi-même du feu de ta propre enfer. Voilà toute la réalité qui est là. Non, moi j'ai un grand maître que je suis, il s'appelle Yann Koulou. C'est mon chèque. Quand tu vas mourir, c'est lui qui va ouvrir la porte du paradis pour toi. C'est ce jour-là tu vas comprendre. Quand on va te poser les questions là, tu faisais quoi sur la terre? Non, moi je suivais les autres. Hein. Voilà, moi je suivais mon maître. Il s'appelle Cérine. Voilà, moi je le suivais. Hein. Voilà, donc ce que lui me disait, c'est que donc toi tu faisais pas ce que Dieu... Non, moi je n'avais pas le temps. Ah, mais aujourd'hui tu es seul en face de ton Dieu. Hein.
Aujourd'hui, là, ton jugement, là, de la même manière que lui, il t'a créé seul sans témoin, là. C'est comme ça, si tu te retrouves devant lui aujourd'hui sans témoin, tu fais comment? Est-ce que tu as pris le temps de faire ton propre jugement avant d'arriver ici? Ah, tu n'as pas bien appliqué le 5e pilier. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il n'y a pas quelque chose pour un être humain qui soit plus misérable que de faire pitié. Toi, dans ta vie, là, Dieu t'a créé. Tu n'es pas malade. Et puis toi, tu demandes à faire pitié. Ah non, il faut me donner ça là-haut. Et non, tu vois, non. Voilà l'intestin de mon enfant, là. Si tu ne m'aides pas, là, il va mourir. Hein. Tu as vu les mouches, là, les grosses mouches drosophiles qui sont sur son intestin, là. S'il meurt, là, tu auras ça sur la conscience. Hein. Ah, on s'en fout. S'il doit mourir, là, il va mourir. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui a la vie de l'autre dans sa main. Et puis s'il meurt, là, en quoi est-ce que moi, ça va gêner ma conscience? Il y a plein... On a vu la mort. La mort, ça existe partout. C'est qu'une question de temps. Quelqu'un qui doit mourir, là, aucun être humain ne peut l'empêcher de mourir. Et donc, là, ne pense pas que je vais mettre ça sur ma conscience. Soyons réalistes. Balayons ces misérables individus qui n'agissent ni en fonction de la foi, ni en fonction de la dignité humaine, ni en fonction des lois de nos pays. Bannissons-les comme le Niger l'a fait. Et puis on va voir ce que... Non, si tu fais ça, Dieu même va être contre vous. C'est faux. Si c'est ça, là, Dieu sera contre le Niger, parce que eux, c'est leurs propres parents qu'ils ont chassés. Mais ils les ont amenés au travail. Et nous, on les laisse venir remplir notre pays. Ils vont détruire notre IDH. Et après, on est là, on les regarde. Il faut qu'on les chasse. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On espère que les musulmans vont se réveiller et vont être capables de reprendre leur foi. La foi, là, à partir du moment où tu dis que tu crois en Dieu et que Mohammed, le fils d'Amina et d'Abdallah, est le meilleur des prophètes en tant que celui qui est venu pour terminer le travail, là. C'est-à-dire, c'était lui qui était la porte et puis les fenêtres. Mais il faut que des gens rentrent dans la maison encore, après là, pour nettoyer la maison. Donc, chaque 100 ans, il y a des gens qui viennent là pour rappeler la parole de Dieu aux gens. Je dis bien, chaque 100 ans, il y a des gens qui viennent pour nettoyer la maison, pour dire, faites attention, là, vous vous trompez. Avec le temps, là, vous êtes en train de vous tromper. S'il n'y a pas quelqu'un, demain, là, on va prendre qui compte témoin contre eux. Parce que le temps change, les réalités changent. Il faut toujours des gens pour venir éclairer les gens. Et ces gens-là existent aujourd'hui et ils existeront demain. Et je vous rappelle, votre propre verset du Coran, le deal, l'engagement que Dieu a pris avec les prophètes, chaque fois que nous ferons venir des prophètes, est-ce que vous accepterez? Les prophètes ont dit nous acceptons. Est-ce qu'il y a eu une limite de temps qui a été imposée? Non. Et donc, ça continue même jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à demain, même jusqu'à après-demain. Mais il faut se demander, c'est quel type de prophète vous m'êtes envoyé. Là encore, il y a 3 types de prophètes. Il y a les prophètes législateurs. Ça veut dire, quand tu prends Moïse, là, lui, il a écrit les 10 commandements. Quand tu prends le prophète de l'islam, là, lui, il a envoyé les lois de l'islam qu'on appelle le fiqh ou le droit islamique. Quand tu prends, par exemple, Adam, j'ai déjà expliqué ça ici sommairement. Lui, il a apporté les 4 lois fondamentales de notre existence. J'ai déjà fait une émission où j'ai expliqué ça ici, donc on va revenir là-dessus. Si tu ne fonctionnes pas avec ces 4 principes, on dit que tu n'es même pas un être humain. Toi, tu n'as pas d'adresse. Est-ce qu'on peut dire que tu es un être humain? Tu es un homme sauvage dans une société moderne. Toi, tu ne sais pas comment te nourrir. Est-ce que tu es un être humain? Toi, tu ne sais pas comment t'habiller. Adam même qui était un homme sauvage là, eux, ils ont pris des feuilles pour se protéger. Toi, tu dis que tu es développé, mais toi, aujourd'hui, ta nudité est dehors. Et ça, c'est seulement l'aspect physique. Je ne suis pas encore rentré dans l'aspect spirituel. Toi, tu dis que tu es un être humain, mais tu ne sais même pas planifier. Est-ce que tu es un être humain? Tu vis comme ça, sans volant. Tu n'es pas un être humain, etc., etc. Voilà des réalités qu'il faut corriger. Il y a les prophètes qui viennent pour annoncer des nouvelles. L'évangile, ça veut dire quoi? Injil, en arabe, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. Il n'est pas venu pour apporter une loi. Il est venu pour donner de l'espoir aux gens.
Il est venu simplement pour donner de l'espoir aux gens, pour dire non, il y a une autre alternative. C'est que les pharisiens vous expliquent, ce n'est pas ça. Et donc ces prophètes comme les Jésus là, ils ne sont pas venus pour abolir la loi des prophètes, mais pour les accomplir. Et donc là, ils ne peuvent que donner l'espoir aux gens d'avoir la foi et le courage d'aller vers Dieu. Et il y a des prophètes annonciateurs de menaces. Et eux, ils viennent là et vous disent, vous avez duré dans ce que vous êtes en train de faire là-haut. C'est pas vous qui soutenez les PD, c'est pas vous qui dites aux gens de couper les trucs là. Exemple, prenez le prophète Sali et autres, prenez le prophète Jonas et autres. Dieu leur a dit, va dire à ton peuple là, c'est fini pour eux. Va dire aux gens de Ninive, moi c'est ce que je vous ai dit. Vos religions là, nous on connaît tellement là, tout ce que vous dites là, nous on fait des recherches. Le prophète Jonas là, il a été envoyé au peuple de Ninive. Il va leur dire que c'est fini pour eux. Et là, leur mission, c'est faites ce que vous voulez, mais c'est fini. Vous allez voir. Voilà les 3 types de prophètes. Et donc, on ne se coupe pas naturellement de la grâce de Dieu en pensant que c'est en étant dans l'obscurantisme ou même dans la force. La foi, là, c'est pas la force. La foi, là, on n'oblige pas quelqu'un. Mais il faut toujours des gens pour bien expliquer les choses. Et ces personnes-là vont toujours exister en tant que des prophètes annonciateurs de la bonne parole ou même de la correction qu'on appelle les prophètes réformateurs. Et donc, cher, on va s'arrêter là. Ce n'est pas un coup de religion. Éclairé, on ne peut pas s'enlacer de t'écouter. Il dit tellement tu prêches, mais maman me s'est assis dans la voiture, il ne peut plus bouger. Mais les musulmans vont me payer. Hein? tellement la parole rentre dans le corps. La maman me dit, je suis calé ici, garé avec ça. Mais je vais vous charger. Je vais vous prendre un petit frais. Je vais vous charger. Dieu va te récompenser. Ça sera abondamment, plus de bénédictions sur toi. Mais ça sera 10 ans de travail forcé. Non, la récompense de Dieu est meilleure. Wallah, Dieu va te récompenser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher mère. Et je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous-même. Merci, amin. Et comme les musulmans, les douleurs le disent là, si tu mets ta main dans quelque chose, Dieu n'a qu'à multiplier ça par 1000. Amin, amin. J'ai réussi ça. Merci beaucoup. Et autant pour toi aussi. Merci beaucoup. Pour les EPV. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci infiniment. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne. On a Barak qui voulait prendre la parole. Malheureusement, les gens se sont signalés tard. Et moi-même, il ne me reste plus que 10 minutes. Comme on avait prévu 15 minutes par personne, on va laisser à Maman Piment ces 15 minutes. Malheureusement, le temps n'est plus notre ami. Et il y a Barak et puis il y a Yann qui s'était signalé dans la dernière période. On ne pourra pas vous prendre aujourd'hui. Sinon, je risque d'être en retard. Mais sachez une chose. Dès demain, si vous vous signalez, on est toujours ici. Vous aurez la parole et vous pourrez vous exprimer. Allô? Oui. Adja, salam alaikum. Walaikum salam. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais bien. Ou mais attends, tu ne veux pas devenir Adja ou bien? Moi, je n'ai pas l'âge d'abord. Non, je ne suis pas encore prête. On peut faire ça. C'est comme ça. Il faut que tu rentres au paradis très tôt. Hein? Mais si tu rentres au paradis jeune, ça fait quoi? Ah non. Je préfère d'abord être prête. Parce que je n'ai pas envie de rentrer et puis sortir. D'après nous, maman, Si tu me colles cette étiquette-là, je ne pourrais plus m'amuser. Il faut que je m'amuse. Non, faut laisser. On dit d'aller, quand tu veux au paradis là, c'est pas mieux? Oui, mais le paradis là, je vais rentrer. Il n'y a pas de problème. C'était juste pour vous taquiner un peu. Et donc, on va vous laisser votre temps de parole. Ok, merci beaucoup, monsieur Éclaireur. Merci. Voilà, je dis bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Oui, donc, le PDCI. Moi, je veux savoir où vous avez mis votre porte-parole là.
Traoré Soumaïla, chose de vrai nom, et puis le nom de camouflage, Kwasi Bredouni. Il est où? Il est où? Et puis, le morveux du Burkina, Ibrahim Traoré insulte comment on appelle, notre papa, Félix Houphouët-Boigny, alors que lui, il est censé être le porte-parole, il est censé défendre le BDCI. Et puis, vous, le conseiller, là, c'est pas vous qui avez dit que nous, on est impolis. Que normalement, que quand un enfant veut aller faire quelque chose, il doit venir d'abord prendre conseil chez les sages d'abord avant d'aller faire ce qu'il a fait, ou bien avant d'aller parler de ce qu'il veut faire. Mais comment ça s'est fait que vous êtes là, vous le conseiller de votre Tidjane Thiam, alias Chaka Dian là, et puis il se passe des choses, vous ne pouvez pas le conseiller? Vous êtes quel genre de conseiller, vous? Vous, le soi-disant sage du PDCI, là. Bredomi Soumaïla, c'est toi qui avais dit ça, non? C'est toi qui te jouais au porte-parole le plus grand connaisseur de français. Tout ça est là, et puis tu fais silence radio, et bien tu as perdu ta langue. Ce Burkinabé là même, on vous l'a dit, un Burkinabé là, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre si ce n'est pas pour fermer sa bouche? Parce qu'il sait que c'est son président qui a évoqué cela. Donc il ne peut pas parler. Voilà une preuve là, une preuve qui est devant vous, chers Ivoiriens. Ils n'aiment pas le pays et ils n'aimeront jamais le pays. Ils aiment que l'intérêt de notre chère patrie. Voilà la preuve. Et puis, votre Tidjane Thiam que vous avez mis là-haut, il est là pourquoi alors? Quel est son rôle au juste? Eh bien, lui, il est là juste pour raconter pour mentir aux gens, parce que lui, en tant qu'un menteur, chronique, parce que lui, là, le mensonge, là, c'est devenu maintenant une maladie pour lui, on ne peut plus enlever. Ça est dans son sang même, donc il ne peut pas enlever. Quand il sort là, c'est pour mentir, et puis en regardant bien les gens dans les yeux, et ses yeux ne s'écarquillent même pas, tellement que lui-même il croit à ses mensonges. Un Sénégalais de père et de mère, que vous avez transformé encore pour mettre là, pour dire que c'est un baoulé. Il a juste appris à parler un peu en baoulé. Il pense qu'en parlant en baoulé un peu, c'est comme ça qu'il va arriver aussi à nous tromper, qu'il allait venir avec les têtes des gens qu'il a trimballé partout dans le monde là. Il allait venir avec ça et puis venir vendre notre pays gracieusement aux gens, gratuitement aux gens, et puis prendre le reste de l'argent là pour aller construire dans son pays, pour aller financer dans son pays qui n'est ni plus ni moins que le Sénégal. Et puis s'il finit de construire une maison là, il va payer une nourriture pour manger. Voilà, c'est ça maintenant. Et peut-être même c'est la même qui va aller faire ses besoins là. C'est avec l'argent des Ivoiriens encore qu'il allait construire ça. Vous vous imaginez? Et laisser la Côte d'Ivoire déplorable, comme de la manière que l'autre maudit là aussi avait laissé du nom des Abou Soumaré. Vous voyez les Ivoiriens, faites attention, le PDCI, je l'ai dit et je le redis, depuis que notre feu Félix Houphouët-Boigny est décédé là, après là, le PDCI n'est plus devenu PDCI encore. Tous ceux qui sont là, c'est des mafieux. Et ils ont mis devant leurs enfants, qui n'est ni plus ni moins que cet étranger du nom de Tidjane Thiam, alias Chaka Dian. Donc faites attention et méfiez-vous de ce parti politique-là, le PDCI. Méfiez-vous du PDCI. Il n'est pas là pour le bien, ils ne sont pas là pour le bien de la Côte d'Ivoire et ni pour le bien des Ivoiriens. Et cela nous amène vers les soi-disant ceux qui veulent faire coalition. Les soi-disant partis de Côte d'Ivoire qui veulent faire une coalition pour pouvoir contrecarrer le président son excellence Alassane Dramane Ouattara. Je vous demande, vous là-haut, Laurent Gbagbo, toi, Tidjane Thiam, Soro Guillaume,
Et puis, le salopard là, oui, le voyou là, du nom de comment on appelle, Blé Goudé là. Et puis, votre sorcière là, la Caraba la sorcière, celle qui commence maintenant à se maquiller, une sorcière qui se maquille. Tellement qu'elle est vilaine, tellement qu'elle est sorcière. Avec, non, tout est vilain sur elle. Non, je remercie Dieu de l'avoir créée comme ça, celle-là. On dit qu'elle a un mauvais fond. Intérieur, là, c'est pas bon. Elle a un mauvais fond. Ça réjaillit sur elle, là. Celle-là aussi, elle veut devenir présidente de notre pays, là. J'ai dit, quand vous allez finir de faire votre coalition là-haut, qui va devenir le président? Si jamais, par magie, vous arrivez à gagner, qui va devenir le président? Parce que, en vous entendant là, il y a des gens du GPS qui appellent Soro Diom président, que Soro Diom va avoir la première place. Il y a des gens de Laurent Gbagbo qui disent que c'est Laurent Gbagbo qui va être le président. Il y a les gens Blé Goudé qui disent que Blé Goudé est président. Il y a des gens de la sorcière là qui dit aussi, Simone Elivé Gbagbo dit que c'est elle qui va être la présidente. Et Tidiane Tcham aussi pareil. Qui va gagner alors? Qui? Parce que, attends, à moins que je ne sache pas, la présidente là, c'est une seule personne qui peut être président ou présidente ou président dans le pays. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs fauteuils. Donc, si jamais, ces Ivoiriens, faites attention, quoi. Parce que ceux-là, ce qu'ils sont en train de faire là, heureusement que ça ne va pas fonctionner. Et si jamais cela arrivait à se faire, qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est que vous allez assister à une guerre qui ne dit pas son nom. Parce que toutes ces personnes-là, étant tous des personnes, des assassins, des menteurs, des manipulateurs, des pyromanes, comment on appelle là, des couleurs de banque, des choses, comment on appelle, des affamés, des étrangers, ils vont venir maintenant déchiqueter la Côte d'Ivoire. Chacun va vouloir prendre un petit morceau de notre pays là. Et qui va perdre dans ça? C'est nous les pauvres Ivoiriens. Parce que eux tous là, ils vont se battre. Parce que leur seule motivation, c'est de venir se mettre au pouvoir pour pouvoir bien profiter de notre pays. Et puis tuer les Ivoiriens. C'est tout ce qui les intéresse et ramasser les biens de notre pays pour aller investir dans leur pays d'origine. Donc, faites attention. Vous prenez cela comme de l'amusement. Ce n'est pas du jeu. Faites attention. On doit tout mettre en œuvre pour contrecarrer ces criminels-là. Tout ce qui est dans leur tête en ce moment, c'est comment faire pour venir faire un coup d'État dans notre pays. Parce que aucun d'entre eux n'a rien à proposer à notre pays. Ils n'ont jamais rien fait de bon. Ils ne feront jamais rien de bon. Parce que leur chef même dit qu'il faut qu'on les lit d'abord avant que lui va venir nous dire qu'est-ce qu'il va faire pour notre pays. Sans dire non. Une des personnes comme ça, vous pensez qu'on doit on doit confier notre pays aux gens comme ça? Je dis non. Et vous-même, vous le savez. Donc, faites attention, ne vous laissez pas amadouer par ces personnes-là. Là, ils sont devenus gentils. Là, ils sont devenus doux. C'est comme ça. Quand le Satan veut de ta voix là, il change d'apparence et puis il devient doux. Et lorsqu'il a eu maintenant ce qu'il veut, il te frappe maintenant de la plus pire des manières. Donc, ne vous laissez pas avoir. Vous avez été témoin de beaucoup de choses. Et voilà, ça ne date pas des années, ça ne date pas de très loin. Donc, restez vigilants. Et puis, vous les gens du GPS, là, toi, le Guinéen, là, sous les Paris, toi, bon, ton nom là va me revenir. Toi, tu dis quoi? C'est toi qui souhaites le coup d'État dans notre pays? Toi, tu souhaites le coup d'État dans notre pays? Tu veux que ton soi-disant Soro Diom là vienne faire le coup d'État chez nous? Donc, c'est ce qu'il vous a dit là-bas, quoi. Donc, s'il a fait coup d'État là, toi, en tant qu'un Guinéen là, toi, tu vas venir, tu t'appelles le Soroba de Cancan. Tu vas devenir, comment on appelle, tu vas quitter dans ton Cancan là-haut. Dans France où tu es là, et puis tu es SDF sans domicile fixe là. Tu vas quitter dans ça. Parce que c'est à cause de ça, c'est à cause de la Côte d'Ivoire là.
parce que si tu attends que ton soi-disant Sorodium là devienne président en Côte d'Ivoire pour que toi tu puisses quitter en France dans ton SDFIA que tu es dedans là, pour venir maintenant t'installer en Côte d'Ivoire, pour avoir la nationalité ivoirienne et puis profiter tranquillement de notre bien. C'est ça hein, le projet que vous faites. Hein. Bah, c'est qu'au lieu de crier tous les jours là, ça fait un bon bout de temps maintenant que vous criez, hein, ça fait des années. Sorodium lui-même il est où? Et puis apparemment, votre GPS là même a été fermé. Bon, je sais pas, apparemment. Et si c'est le cas, c'est bien fait. Parce que un parti politique où le chef même du groupe même n'est pas là. Il est quelque part, quand on lui demande, il dit je suis ici, je suis en Chine aujourd'hui. Demain, il dit non, je suis au Mali. Après, demain, je suis au Burkina. Lui-même, il ne sait même pas où il se trouve. Tellement qu'il a peur. C'est un lâche. Votre Sorodium, ce n'est pas un homme. Ça fait longtemps qu'on crie. On lui dit de rentrer. Oui, non, non, il a dit que si je rentre, voilà, il a dit pourquoi je vais rentrer parce que si je rentre, voilà, il faut que je rentre dans le groupe de du RHDP. Voilà, si je rentre pas dans RHDP, si je rentre dans RHDP, comme ça, ils vont me donner tout, j'aurai droit à tous les privilèges. Mais si jamais je rentre pas, là comme ça, malheureusement, je vais être en prison. En fait, des trucs de bêtes. Vous prenez qui pour bêtes, pour des animaux même. Tu as appris à qui? À avoir affaire à qui? Sorodium, quand tu disais ça. Tu n'as ni plus ni moins fait que d'avoir peur. Parce que tu savais que tu allais partir en prison. Tu t'es vite dépêché de demander choses au pilote de rebrousser un chemin. C'est comme ça que tu t'es retourné. Et tu es parti te planquer là où tu es parti là. Personne ne t'a chassé de la Côte d'Ivoire. Tu es parti de toi-même. Parce que tu avais un mauvais plan à faire dans notre pays. Et c'est ainsi que tu es parti. Tu allais faire ton fanfaronnade dans les pays européens. Et quand tu as fini ça, tu t'es retourné maintenant en Afrique pour aller t'allier aux démons, aux ennemis numéro 1 de notre pays. Parce que toi-même, tu en es un. Le fils maudit du pays. La malédiction de notre pays là, va s'abattre sur toi pendant toute ta vie. Sauf si la Côte d'Ivoire ne t'a pas vu net. Sauf que si ton sang n'est pas versé dans ce pays-là. Si c'est pas ça qui est arrivé, c'est là que toi tu vas arriver à atteindre tous les manigances que tu es en train de faire. Et si jamais cela a été fait, que tes parents ont été nourris de la nourriture de ce pays-là, jamais tu arriveras à tes fins. Voilà, donc c'est ainsi que je m'arrête ce soir. Voilà, donc je vous souhaite bonne soirée et puis bien de choses à tout le monde. Merci. Ok. Comme tu as fini, Adja, donc on va dire merci à tous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin. Vraiment, merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous font confiance. Aujourd'hui, c'était la voix du militant. Malheureusement, Barak qui n'a pas pu prendre la parole, mais ce n'est que partie remise. Et je salue aussi l'aîné Fatiga Mamadou qui est avec nous ici. Je salue aussi notre mère, la combattante, Martine Théa, la Mao Martine Théa, ainsi que tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Chers mères, on va vous permettre de nous faire la conclusion en 1 ou 2 minutes. Et demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour me donner cette opportunité. Voilà, donc je termine par dire aux gens que malheureusement, nous sommes au milieu de plusieurs pays qui sont des pays pauvres, qui sont des personnes en majorité analphabètes, des personnes qui ont du mal à comprendre des choses, des personnes qui refusent de comprendre les choses. Et du coup, cela fait que nous sommes victimes de tous ces pays-là. Donc, ce qu'on va demander à Dieu aujourd'hui, c'est de se placer comme un bouclier sur notre pays, pour nous protéger de toutes ces personnes-là, pour que tous ceux qui vont essayer de mettre en œuvre aujourd'hui, le jeudi, qu'on appelle 22 août 2024, là, que nous sommes dedans là, que cela ne fonctionne pas, que cela se retourne contre eux,
que, comme on appelle, les enfants de notre pays, ceux même que nous avons nourris, ceux que la Côte d'Ivoire a vu grandir, ceux que la Côte d'Ivoire a donné plusieurs choses. Et puis ces personnes-là s'allient et se font alliance avec les démons de notre pays pour pouvoir attaquer notre pays, n'arrive pas à les fins. Voilà, que Dieu nous aide, que Dieu fasse que le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, soit protégé. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses, la santé, la longévité et puis la protection de notre chef Père Dieu. Et puis je souhaite à tout le monde plein de bonnes choses et puis que Dieu protège nous tous et puis longue vie à nous tous et que Dieu protège notre chère Côte d'Ivoire de tous ces criminels qui tournent autour d'elle. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci infiniment, chère mère. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Demain, ce sera notre jour. Excellente soirée à vous-même. Puisse Dieu agréer et accepter toutes les bénédictions effectuées. Et merci beaucoup. Merci.